J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 février et j'ouvre un nouveau vlog. Je reviens vous faire un petit update. Je vous ai quitté dans le dernier vlog. Je venais de terminer Alabama 1963 et donc depuis j'ai terminé un roman et un graphique dont je vais vous faire l'update maintenant. La semaine dernière, j'ai lu en lecture commune avec Magda, Estelle et Flo Canaque de Momalo, qui est donc un livre qui est paru d'abord aux éditions La Martinière et qui est donc sorti au format poche aux éditions Le Point tout court, il n'y a pas de le, je crois, aux éditions Point, voilà. Voilà, c'est notre petite lecture commune à nous du mois de février. Alors on dit Canaque, mais dans le livre, ils te disent qu'il faut prononcer un truc genre Kanak. Voilà, je vais rester sur Kanak, ça sera très très bien au niveau de la prononciation. C'est donc un polar nordique écrit par un Français, donc Momalo, c'est un pseudonyme. En vrai, ce monsieur s'appelle Frédéric Mars, il me semble. Kanak, c'est l'histoire en fait d'un homme qui s'appelle donc Canaque et qui est inspecteur dans la police à Copenhague et qui est envoyé, alors au début il me semble qu'il y va pas trop de gaieté de cœur, qui est envoyé au Groenland pour venir un petit peu en aide à la police locale parce qu'il vient d'y avoir un meurtre, plusieurs meurtres sur une plateforme pétrolière où il y a plusieurs corps qui ont été retrouvés complètement déchiquetés. Et il s'avère en fait que enfin, ça s'apparente tout ça à une très grande affaire criminelle. Le Groenland ne connaît pas réellement de meurtre aussi sanglant en temps normal. Et la manière dont c'est fait, en fait, c'est très particulier parce que ces hommes sont retrouvés déchiquetés comme le ferait un ours polaire lorsqu'il éviscère ses victimes. Sauf que les ours polaires ne savent pas crocheter les portes. Donc il arrive sur place, je ne sais plus la ville du départ parce que Kanak c'est aussi une ville du Groenland et il ira un petit peu plus tard à Kanak. Mieux qu'il arrive peut-être au début, je dirais que c'est ça. Voilà, donc là, il arrive d'abord à Nuuk et il va être, il va se voir affublé d'un coéquipier, évidemment. Hein, chaque enquête a en général son duo dans un bon polar. Et c'est donc Aputiku, un Inuit local de la police qui va être son coéquipier. Et donc à deux, ils vont commencer à mener l'enquête. Voilà, ça c'est un résumé plutôt succinct de Kanak. On est quand même sur déjà une belle petite brique. Niveau polar, on est à 550 pages au format poche. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement riche. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement dépaysant. J'ai froid en fait à la lecture de ce polar. J'arrive, la plume de Momalo, elle parvient à complètement m'immerger dans le décor, dans ce pays de chamans et de chasseurs de phoques. En fait, sa plume, elle me permet vraiment de m'immerger complètement dans ma lecture. C'est un livre qui est assez complexe au niveau de la construction parce qu'on va être sur, voilà, les meurtres ont lieu sur une plateforme pétrolière, donc on va avoir en fait beaucoup de politique, beaucoup de tout ce pognon qui tourne autour en fait de ces plateformes pétrolières. Il y a beaucoup de personnages avec des noms qui n'ont pas des consonances françaises et du coup moi au bout d'un moment je m'y perds un peu parce que c'est un livre auquel j'ai pas prêté assez d'attention et sur lequel je me suis pas assez concentrée. C'est un livre qui aurait mérité que je prenne des notes au fur et à mesure sur les noms des personnages, de qui était quoi, parce que voilà il y a les gens de la plateforme pétrolière, il y a les politiques à côté, il y a les escrocs, il y a les gens de la police, enfin il y a vraiment pas mal de personnages qui gravitent autour de cette enquête et qui font qu'au bout d'un moment je suis un peu perdue. Au bout d'un moment il y a un personnage qui semble avoir un rôle important et quand il réapparaît en fait je ne sais plus qui c'est, ce qu'il a fait. Et ça m'handicape dans ma lecture et en même temps ça me frustre énormément parce qu'en fait j'aime beaucoup ce qui se passe et je reviens en arrière, j'essaie de retrouver mais j'ai pas retrouvé. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, je commence à remettre les pièces
dans le bon ordre et à réussir à tout emboîter, mais il y a quand même un moment où je suis assez frustrée dans ma lecture. Mais à côté de ça, je passe un excellent moment. L'enquête, elle est complexe, mais elle est hyper bien construite. La plume, elle est habile, puisque par moments, elle t'emmène sur des pistes qui sont pas bonnes. Ceux que tu penses être les méchants sont finalement les gentils, comme bien souvent dans ce style de polar, dans ce type de construction. Et franchement, eh ben, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a cette enquête policière, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, Kanak, le personnage principal, c'est un petit garçon qui, à l'âge de 3 ans, a été adopté. Et il a été adopté et il semblerait qu'il vienne du Groenland et justement de la ville de Kanak. C'est pour ça qu'il porte ce prénom. Et à côté de ça, on va avoir en fait la vie, le passé du protagoniste qui va refaire un petit peu surface et qui va venir s'imbriquer en fait dans l'enquête et la construction, elle est pas mal. Alors je vous spoile rien puisque c'est marqué derrière, hein, et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines. Voilà, Kanak ne sait rien de sa vie avant ses 3 ans et il va peut-être trouver des réponses en fait grâce à cette enquête. Et la fin, je la trouve extrêmement touchante, extrêmement réussie. Et voilà, je trouve vraiment, en bref, en résumé, je trouve que c'est une enquête hyper riche, hyper complexe et qui aurait mérité vraiment que je prenne des notes en fait au fur et à mesure pour pouvoir me restituer les personnages au moment où il était important que je sache exactement qui ils étaient. Je me procurerai avec grand plaisir le 2e tome. Voilà, il me semble que Kanak, en fait, cet enquêteur Kanak Andriansen, il s'appelle Adriansen, il s'appelle exactement. Voilà, il me semble que c'est cet enquêteur qui suit sur le roman d'après et le roman d'encore après. Le roman d'après s'appelle Disco et celui d'après doit s'appeler Nuke. C'est marqué. Oui, je suis tellement forte. Oh, je suis trop forte. Pour une fois, je dis pas des bêtises. Voilà, donc je me procurerai avec grand plaisir Disco, qui est donc le tome 2 des aventures, des enquêtes de Kanak. Et je me procurerai au Quai des Polars, puisque l'auteur y sera. Et ça sera l'occasion de le rencontrer, de l'entendre peut-être dire Kanak correctement pour que je parvienne à le dire moi. Ensuite, voilà, un plutôt bon point. Ça, c'est un livre qu'on a pioché dans la palle de Magda pour le mois de février. Et vraiment, c'est un livre que j'aurais pas acheté, vers lequel je serais pas allée. Et pourtant, franchement, il m'a plu. Le polar nordique me fait peur pour ces raisons. Bien souvent, c'est ces prénoms compliqués, ces gens que j'arrive pas à resituer. J'ai souvenir d'avoir voulu lire Millennium au moment de sa sortie, il me semble. Enfin, peut-être pas sa sortie. C'était quand j'étais abonnée à France Loisirs, j'avais 16 ans. Et c'était une lecture trop complexe. Et en fait, j'ai lâché l'affaire, Millennium. Et j'ai cette image-là des romans nordiques, des polars nordiques où c'est compliqué. Alors ça l'est, mais je pense aujourd'hui avoir la capacité à les lire et à les comprendre entièrement. Mais il faut que je mette de notes parce qu'au bout d'un moment, je suis perdue. Et ce qui me rassure, en fait, c'est que quand je le lis, par exemple, Florence me dit la même chose, me dit que par moment, elle est paumée. Et ça me rassure, je me dis que je suis pas toute seule, que c'est pas moi qui passe à côté, que c'est réellement exigeant par rapport à tout ça, je pense. Je pense qu'elle a le même problème que moi, Flo, je peux pas parler en son nom, mais j'ai l'impression que c'était le même souci. Voilà. Mais pour moi, vraiment bon point. Momalo, Kanak, vivement le prochain livre. Ensuite, ce week-end, j'ai lu un graphique, comme bien souvent le week-end. Et ce week-end, j'ai décidé de lire Vermicelle, qui est donc paru aux éditions Le Duc Graphique et qui est illustré par Fanny Vella. En 2017, Fanny Vella met de côté sa carrière dans l'accompagnement d'enfants porteurs de handicap pour devenir maman et lancer sa carrière d'illustratrice. Suite à l'engouement que ses dessins suscitent sur les réseaux, elle en profite pour sensibiliser sa communauté avec humour et bienveillance aux thématiques qui lui tiennent à cœur. Violence éducative et conjugale, sexisme ordinaire, etc. Et contribuer à faire bouger les lignes. Ce graphique, c'est l'histoire justement de cette petite fille Vermicelle dont on va suivre en fait toute l'enfance du moment où elle naît, où sa maman tombe enceinte plutôt, jusqu'à le début de sa vie d'adulte. Et en fait, ce livre va nous montrer tout ce que l'enfant doit affronter
dans la vie de tous les jours, tout ce qu'il doit affronter, tout ce que l'adulte en fait lui fait subir. Alors parfois c'est conscient, parfois c'est inconsciemment, et qui peuvent impacter en fait l'enfant et qui peuvent impacter sa manière d'être et sa manière de se construire. Ça parle de violence éducative ordinaire, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, Vermicelle, elle est confrontée à beaucoup de choses dans la vie. Elle est confrontée à l'alcoolisme de sa grand-mère, elle est confrontée à sa petite sœur qui a une maladie, et elle est confrontée à toutes ces phrases en fait que l'adulte vient te claquer dans la gueule en fait quand t'es enfant, qui est une toute petite phrase de rien du tout pour lui, mais qui peut être absolument dévastatrice pour un enfant. J'ai pas d'exemple là tout de suite à vous donner. Quand on dit par exemple à mes garçons arrête de pleurer, t'es un homme, voilà, c'est des phrases moi qui m'insupportent au possible, ou c'est des phrases du type ah bah moi quand j'étais petite j'ai pris des claques dans la gueule et ça m'a pas tuée. Certes, mais j'ai un petit peu plus d'ambition pour mes enfants que de faire des choses qui ne les tuent pas en fait. Je vais me réhydrater parce que je suis en train de m'énerver toute seule quand je pense à des trucs, Bref, c'est toutes ces petites phrases en fait qui vont faire culpabiliser l'enfant, auquel moi-même, je dois en dire à mes enfants, c'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans le précédent vlog, il n'y a pas de maman parfaite, il n'y a que des mamans qui font de leur mieux. Mais voilà, ce livre-là, il va sensibiliser, ce livre-là, il est important. Ce livre-là, il est à mettre dans les mains de toutes les mamans, de tous les papas, de tous les gens qui côtoient en fait des enfants. Parce que des petits actes insignifiants pour toi l'adulte, eh bien il va avoir une signification tout autre pour l'enfant, et je trouve vraiment que ce type de roman graphique est important. Les images, je les ai trouvées absolument sublimes. En fait, la construction du roman graphique, elle est sur ces couleurs-là. La plupart du temps, on est sur des couleurs comme ça, sauf quand Vermicelle, elle s'évade et qu'elle parvient et qu'elle rentre un petit peu dans son imaginaire. En fait, tout de suite, eh ben, ça prend des couleurs beaucoup plus pétillantes. Quand Vermicelle, elle dit merde au monde des adultes et qu'elle part dans sa tête, dans son monde à elle, et que je trouve absolument fantastique. La manière dont il est construit, ce roman graphique, il est vraiment parfait. Je l'ai trouvé hyper émouvant. J'ai eu plusieurs fois la gorge serrée parce que tout est vrai en fait dans cette rien n'est de trop, rien n'est dans le pathos, rien n'est exagéré. Vraiment, j'ai trouvé que ce roman graphique, il était parfait, vraiment. J'ai un très très gros coup de cœur pour Vermicelle, j'ai un très gros coup de cœur pour tout ce qu'il dégage, pour tous les messages qu'il délivre. C'est le genre de livre qui permet vraiment des prises de conscience et c'est important, vraiment important. Vermicelle, c'est une histoire, on l'appelait Vermicelle. C'est une histoire vraiment importante, c'est une petite fille qui a beaucoup d'énergie, qu'on tente de canaliser maladroitement et qui va avoir en fait tout un tas de barrières qui vont se mettre au fur et à mesure de sa vie par rapport à ce que l'adulte, parfois, inconsciemment ou consciemment, lui fait subir. Voilà, je vais résumer comme ça. Vermicelle, on l'appelait Vermicelle. Si vous aimez les graphiques et si vous êtes sensible à l'enfance, je vous le conseille très sincèrement. Et si vous côtoyez des enfants, n'importe qui, je vous conseille de lire Vermicelle et de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche parfois avant de vous adresser à un enfant et de lui dire ce que vous allez lui dire, parce que ça peut avoir des conséquences plus importantes que ce que l'on croit. Voilà, ça c'est pour les lectures que j'ai terminées. Au niveau de mes lectures en cours, j'ai plusieurs choses, notamment en papier, enfin en numérique du coup, puisque c'est une épreuve non corrigée Charleston que je suis en train de lire. Je lis le dernier roman de Tony Béard qui s'appelle On n'empêche pas une étoile de briller. Je devrais le terminer aujourd'hui et pouvoir vous faire le date la prochaine fois que je vous reprends. J'aime beaucoup et puis j'ai d'autres choses en cours, donc je vous reparlerai de tout ça demain, après-demain, la prochaine fois que je vous reprends. Sinon, j'ai également fait une petite réception et je suis trop contente de recevoir Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, le dernier roman de Melissa d'Acosta qui paraîtra le 2 mars, je crois. Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas marqué de date. Bon, les couvertures avec des humains, ce ne sont pas celles que je préfère, mais écoutez, celle-ci, elle est très jolie. Et en fait, c'est la suite de Je revenais des autres qui vient justement de sortir au livre de poche. Du coup, je ne lis pas la 4e, je ne lis rien du tout, parce que je ne sais pas trop
ça spoil quelque chose ou pas. Voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. André, je suis hyper contente d'avoir reçu ça de la part d'Albin Michel. Mélissa d'Acosta, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Tout le bleu du ciel, c'est un roman qui est absolument incroyable, qui d'ailleurs pour un premier roman publié est absolument incroyable. Pour moi, il est à la hauteur d'un Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin au niveau de la plume, au niveau de l'intensité, au niveau des émotions qu'il m'avait dégagées. Je connais certaines personnes qui n'ont pas lu Tout le bleu du ciel parce qu'elles l'ont trop vu passer sur Instagram, parce qu'après on en attend beaucoup et qu'on a peur d'être déçus. C'est dommage, parce que vraiment Tout le bleu du ciel, il y a beaucoup de choses, il est très riche, il est long. C'est une belle brique de mémoire, enfin c'est pas de mémoire, mais je n'ai pas le nombre de pages en tête. Mais il est incroyable. Moi j'ai eu la chance, Tout le bleu du ciel, de le lire avant qu'il rentre avant qu'il ait ce gros succès. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai lu à sa sortie, moi. Quand il a été publié dans une maison d'édition qui entre-temps a fermé. Je ne sais même plus c'est quoi le nom de cette maison d'édition. Et en fait, j'avais tapé sur internet livre avec un camping-car. Voilà. J'avais envie en fait de lire un road trip. Et donc, me sort ce livre, Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta. Je fais la demande à ma bibliothèque, ils ne l'ont pas, je fais la demande d'achat à ma bibliothèque, ils l'achètent. Du coup, je le lis vraiment quasiment quand il sort, ce livre-là. Et j'ai un très gros coup de cœur pour Tout le bleu du ciel. À l'époque, j'ai pas de compte Instagram, donc je ne le chronique pas. Mais ouais, un super livre, vraiment, que je peux que vous recommander chaudement. J'ai lu ensuite Les Lendemains, que pareil, j'ai beaucoup aimé. Elle part très fort avec Tout le bleu du ciel. Je crois pas qu'elle pourra refaire aussi bien, parce que vraiment, il est incroyable. Les Lendemains, j'ai lu également. J'ai adoré Les Lendemains. C'est une histoire de résilience incroyable, Les Lendemains. Voilà. Enfin, bref, si vous n'avez pas découvert la plume de Mélissa d'Acosta, je vous la conseille vivement parce qu'elle est très intense. Mélissa d'Acosta et Valérie Perrin, c'est à peu près le même niveau pour moi et c'est des plumes très puissantes. Voilà, en tout cas, je suis hyper contente d'avoir reçu celui-ci. Je revenais des autres, je vous en reparle. La prochaine fois que je vous prends, vous comprendrez mieux pourquoi. Et les douleurs fantômes, je vous en reparle très bientôt parce qu'il n'attendra pas très longtemps dans ma palle celui-ci, c'est certain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mardi en fin de journée et je vous reprends pour vous parler de mes lectures en cours. La lumière va très certainement décliner rapidement, alors je vais me dépêcher. Déjà, j'ai terminé... On n'empêche pas une étoile de briller, mon épreuve non corrigée Charleston, le dernier de Tony Béard. J'ai beaucoup aimé, je vous ferai un petit résumé très succinct, je prendrai le temps demain de vous faire un petit résumé très succinct de ce livre. Enfin voilà, je vous en parlerai demain, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment une chouette lecture. J'ai plus aimé que La chanson du rayon de lune que j'ai lu l'année dernière. Ensuite, niveau lecture en cours, j'ai attaqué ce midi, dans ma belle petite pochette de chez Escale en bord de page, j'ai attaqué America de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est donc un livre écrit à quatre mains. Et écoutez, j'en suis à la page 85, ça se lit très vite, ça se lit très bien, avec le petit marque-page qui vient de chez Léa, du compte Léa Boucadic. Je vais vous lire la 4e d'America. Philadelphie, juillet 1973, voilà un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur, partie tenter sa chance au manoir Playboy à Los Angeles. Inquiète, la jeune adolescente décide de la rejoindre. Pour cela, il lui faudra traverser les États-Unis. Seule, dans une Amérique de la contre-culture secouée par le scandale du Watergate et traumatisée par la guerre du Vietnam, elle croisera la route d'individus singuliers, vétérans couple en cavale, hippies de la dernière heure, un Bruce Springsteen encore débutant, mais aussi une certaine Lorraine, autrefois serveuse à Birmingham, en Alabama. Je suis trop contente de le lire, j'avais adoré Alabama 1963. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog et pour l'instant, écoutez, je retrouve la plume que j'aime beaucoup et c'est très fluide, ça se lit très bien, mais je vous en reparlerai plus tard. Sinon, chez Audible, j'avais attaqué Ce que murmure le vent de Amy Harmon et en fait, je n'arrive pas à rentrer dedans. Du coup, je le reprendrai après à l'audio et... Du coup, à l'audio, je me suis pris le Mélissa d'Acosta. Je revenais des autres. Voilà, du coup, j'ai attaqué ça à l'audio. Alors, je viens juste de l'attaquer. Je ne peux pas vous parler. Donc ça, c'est ma lecture en cours à l'audio.
Et pour terminer, j'ai également en cours lettres choisies. Ce sont donc des lettres écrites par les sœurs Bonté et le père et le frère. Il me semble qu'il y a aussi des lettres d'eux. Voilà, j'ai attaqué. En fait, j'ai lu les notes de l'éditeur et la préface. Voilà, et donc j'ai décidé de lire une petite lettre comme ça, 1 ou 2 lettres par jour. Voilà, au niveau de ce que j'ai également en cours. Je crois que c'est tout, enfin c'est déjà pas mal. Ça à lire un petit peu de temps en temps. Alabama 1963 que je vais lire aujourd'hui et je pense que je terminerai demain parce que ça se lit très vite et que c'est un livre que j'ai très envie de découvrir rapidement. Et puis je revenais des autres à l'audio. Voilà, ça c'était pour mes lectures en cours. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait une petite réception. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je savais que j'allais recevoir quelque chose, mais je ne savais pas quoi, donc je vais l'ouvrir avec vous. Possible que mes enfants, vous entendiez mes enfants qui sont juste à côté. Voilà, ça c'est le petit paquet que j'ai reçu et donc ça me vient de Morgane, des éditions des Lacs. Maison d'édition que je le répète encore, mais que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. C'est toujours tellement bien emballé. Alors, j'ai un petit mot avec. Alors, elle me dit que c'est un livre qui me fera quitter ma zone de confort. Tellement bien emballé, t'as toujours un peu peur de... Ah oui, je vois c'est lequel. La couverture, elle est magnifique. Marino Magliani, moi, j'écorche peut-être. Sous les ciels de... Je sais pas, je pense que je vais pas me lancer dans la prononciation du nom. Je vais vous lire la 4e. Si, comme l'affirme Pessoa, le saudade est quelque chose que seuls les Portugais possèdent parce qu'ils ont un mot pour le désigner, alors Ziwick et les confins de la Ligurie occidentale ont superposé leurs formes et leurs frontières pour prouver que la mélancolie peut aussi se traduire en géographie. Sous le ciel de Ziwick est une promenade le long des rues d'un quartier. Il n'y a que des mots que j'arrive pas à prononcer. Un petit village qui se trouve sur la côte hollandaise, pas loin d'Amsterdam. Bâti sur les dunes de sable, IJmuiden remodèle sa géographie urbaine tous les 5 ans. C'est l'histoire d'un paysage qui ne cesse de changer, de maisons qui, depuis la pose de leurs premières pierres, arborent leur date de péremption, plus courte que celle des vies de leurs habitants. C'est aussi l'histoire d'une rencontre inattendue, joyeuse et mélancolique, à la fois, comme d'ailleurs tout ce qui est de Ziwick. Je vais demander à Morgane comment ça se prononce pour avoir moins un l'air bête la prochaine fois que je vous en parle. 170 pages, il est très court. Irruption d'enfant. Voilà, oh, la lumière qui décline. C'est peut-être mieux si je fais ça. Voilà, petite lumière pipi. Merci Morgane pour l'envoi de ce roman, je t'embrasse très fort. J'ai reçu autre chose, 100% sponsorisé par ma carte bancaire et ça me met tellement en joie. Ça n'a rien à voir avec la lecture, mais j'avais très envie de vous montrer. Le colis est énorme, mais c'est pas si gros. Je la trouve trop belle. Angélique, 4 ans. Attention, c'est pas dessus. Je l'aime tellement, ce chat. Dans Alice au Pays des Merveilles, vraiment. Il est trop beau. Voilà, alors ça c'était le craquage du slip de la semaine dernière. C'est n'importe quoi, j'ai pas besoin de ça, mais j'avais très envie parce qu'en fait je l'adore ce chat. Et en fait, je sais pas si vous voyez, le décor dans ma chambre est un petit peu en train de changer puisque je vais mettre 2 bibliothèques dans ma chambre. En fait, je vous filme parallèlement une vidéo qui sera un espèce de bookshelf tour, voilà, où je suis en train de réaménager mes bibliothèques, etc. Et du coup, en fait, dans ma chambre, il va y avoir 2 bibliothèques, dont une ici où je vais me faire juste... Je n'aurais pas été très forte à la météo. Où je vais me faire juste ici une étagère, en fait, Alice au Pays des Merveilles. C'est un de mes dessins animés préférés. Avec les livres d'Alice au Pays des Merveilles, avec tout ce qui touche à Alice au Pays des Merveilles. Il me fallait ça dedans. Il me fallait ça. Voilà, j'ai pas eu le choix. Il me fallait ça. Je vais faire des 5 ans pour vrais collectionneurs de pop qui n'ouvrent pas leur boîte. Moi, mes pop, je les ouvre. Hein. Il est beaucoup trop beau. Oh, je l'aime d'amour, il est trop beau. Voilà, c'était le petit moment de n'importe quoi de la semaine dernière. Bon, je vais aller voir mes enfants, mes petits tigres. Et puis je vous reprends demain pour vous parler du livre de Tony Béard.
mercredi matin et je vous reprends pour vous parler donc de On n'empêche pas une étoile de briller, le dernier roman de Tony Béard qui paraîtra non, ça c'est n'importe quoi. J'allais dire le 22 février, non, ça c'est le jour où j'ai envoyé ma chronique. Le 20 avril, voilà. Alors, On n'empêche pas une étoile de briller. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, toute jeune femme. Au moment où commence le roman, elle doit avoir environ 16 ans et elle se prénomme Sacha. Et Sacha va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Max. Et tout de suite, il tombe amoureux, oui et non, parce qu'en fait, il va rien se passer du tout. Mais voilà, il va naître en fait une amitié plutôt très fusionnelle, très intense entre les deux protagonistes. Et petit à petit, on va découvrir en fait une Sacha qui est donc une jeune femme qui est plutôt ambitieuse, plutôt qui a envie de bousculer les convenances. Au début du roman, on est en quelle année? Que je dise pas de bêtises, je vais vérifier. C'est possible que vous entendiez mes enfants crier derrière. Je suis navrée. Voilà, donc on est en 1966, on est dans une société qui est très guidée encore par le patriarcat et en fait on a une jeune femme, Sacha, qui a quand même envie d'aller plus loin que ce que lui permet normalement son statut de femme. Voilà, en fait Sacha elle a très envie de jouer de la batterie et elle va par un subterfuge réussir à rentrer dans un groupe de rock à peu près. Malgré que c'est une femme, elle va parvenir à être prise dans ce groupe, elle va passer un casting, toujours très encouragée par Max derrière. Et en fait, il va s'avérer tout au long du roman, parce qu'en fait, on va suivre la vie de Sacha de 1966 à juillet 2021. Elle est très charismatique et en fait, elle est vouée à une éventuelle carrière que Max va toujours en fait l'encourager à aller à des castings, à rencontrer des gens, etc. Jusqu'au jour où elle va avoir un casting très important. Et en fait, elle va partir vivre aux États-Unis. Max ne va pas la suivre et pourtant à ce moment-là, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et en fait, toute sa vie, Sacha, elle va devoir choisir entre aimer Max ou briller. Voilà, on n'empêche pas une étoile de briller, ça c'est ce que Max pense et c'est ce qu'il fera tout au long de sa vie, à permettre à Sacha de vivre sa carrière et vivre ses rêves et c'était une fabuleuse histoire. Voilà, je vous en dis pas plus, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est un livre un petit peu féministe, c'est un livre qui... C'est une belle romance, vraiment. J'ai vraiment adoré ce livre, mais je vous en reparlerai à sa sortie, donc le 20 avril. Sinon, hier, j'ai un petit peu avancé dans America de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec, un livre qui paraîtra au Cherche-Midi le 10 mars, mais je crois que tout ça, je vous l'ai déjà dit. Écoutez, je suis plutôt bien dans ce roman, je suis même très bien. J'en suis à peu près à la moitié, et écoutez, je fais la route avec Amy entre Philadelphie et Los Angeles pour aller retrouver sa sœur, et toutes ces rencontres improbables, et franchement, je passe un super moment. La plume, elle est vraiment... c'est vraiment le style de plume que j'aime en fait. C'est drôle, c'est léger, c'est sans prise de tête, mais en même temps il dénonce, et en même temps il se passe des choses bien plus sombres, bien plus noires, et vraiment j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était un petit coucou rapide en ce mercredi matin. Je n'aurai absolument pas le temps de vous reprendre demain, c'est certain. Je ne sais pas non plus si je pourrais vous reprendre vendredi, mais je vous reprends bientôt. Pour vous, c'est tout de suite après, quoi. Je vous reprends, on est samedi et je vous reprends rapidement pour vous montrer les réceptions que j'ai fait hier. C'était Noël dans ma boîte aux lettres, j'avais plein de choses, donc j'ai attendu et je vais les ouvrir avec vous aujourd'hui. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé Americas, dont je vous ai déjà parlé dans ce vlog. Je vous reprendrai soit demain si j'ai un petit peu le temps, soit lundi pour vous faire un update de cette lecture, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. Et puis entre temps j'ai attaqué Meurtre et tarte au citron meringuée de Joanne Fluke. Je suis restée aux États-Unis avec le Cherche-Midi, cette fois-ci pour un Cozy Mystery. C'est le tome 4 des enquêtes d'Anna Swensen. Voilà, je suis bien, hein. Je suis bien dans ce Cozy Mystery, je passe toujours un bon moment. Voilà, ça c'est le petit point très rapide au niveau de mes lectures et je vais vous montrer maintenant les réceptions que j'ai faites. Alors, la première chose que j'ai reçue, je l'ai noté il y a un bout de temps et en fait je l'attendais plus parce que j'ose plus relancer les maisons d'édition quand je reçois pas les trucs parce que j'ai peur de passer pour la grosse crevarde.
Souvent quand je relance, c'est juste pour être sûre que la poste ne m'a rien perdu. Mais voilà, donc là j'ai reçu de la part des éditions Kiwi un oracle. J'ai donc reçu le tarot des possibles, c'est donc un oracle. Je vais ouvrir le petit film plastique avec vous. Alors je parle pas trop de cette partie un peu... cette partie-là chez moi, mais voilà, j'aime beaucoup le tarot, j'aime beaucoup les oracles, j'aime beaucoup les pierres, j'aime beaucoup tout un tas de choses et j'en parle peu parce que souvent j'ai toujours peur qu'on me prenne pour une perchée. Donc voilà, c'est un oracle qui est dessiné je crois par Lorraine Pochet. Alors j'avais un petit communiqué de presse avec une illustratrice unique et reconnaissable grâce à son style efficace et coloré popoche. Ah, c'est singulier. Sur Instagram. Voilà, c'est un jeu de tarot. Il m'avait attiré justement par ses couleurs. Je sais pas si... Quand on arrive au printemps comme ça, moi j'ai envie de couleurs, j'ai envie de... Ah oui, non, c'est vraiment un tarot. Parce que là, je vois, il y a le mat. Hein. Je pensais que c'était un oracle, mais c'est marqué... Non, c'est vraiment un tarot. Ouais, le mat... La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la reine de coupe. C'est vraiment un tarot en fait. Après un tirage avec vous, alors je fais pas de tirage divinatoire, j'ai absolument pas la prétention d'avoir des dons, mais en fait je me sers beaucoup du tarot ou des oracles pour vraiment dans un but. Attendez, je veux juste voir je veux voir le pendu. Elles sont trop belles les cartes. La tempérance. Ah, l'arcane sans nom. Je trouve qu'elles sont très belles. Je vous montrerai, j'ai plusieurs tarots, le pendu. Je trouve qu'elles sont super jolies. Je vous montrerai par rapport à un tarot original pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas les cartes de tarot. Le monde. Arcane 21, elle est trop jolie. Ouais, les couleurs, elles sont vives, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu de tarot. Une nouvelle vision du tarot de Marseille pour vous accompagner dans l'interprétation des possibilités qui jalonnent votre existence et concrétisent vos choix. Voilà, c'est une parution au 9 février, donc ce jeu est déjà sorti et il est au prix de 25,90 €. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a toujours un petit livret d'accompagnement avec les oracles. Donc là, bon, le tarot en général, tu as ton jeu de tarot et moi j'ai des livres qui parlent du tarot. Et là, voilà, tu as une petite interprétation de toutes les cartes pour ceux qui maîtriseraient pas le tarot. Et je trouve ça trop chouette. Voilà, je suis hyper contente. Merci beaucoup aux éditions Kiwi de m'avoir fait parvenir ce tarot. Je ferai un tirage avec vous pour vous montrer la manière dont je m'en sers. Je ne sais pas si j'aurai le temps dans ce vlog-là. Mais voilà, je ferai très rapidement. Si c'est pas dans ce vlog-là, ce sera dans le vlog. Oh. Mais pourtant samedi, il n'est pas trop tard, hein. Je devrais pouvoir encore parler normalement. Voilà, je vous montrerai un petit peu de la manière dont je m'en sers, vraiment dans un but de développement personnel, vraiment dans un but de... Je cherche pas des réponses à des questions, je n'attends pas de miracle avec les cartes, mais je cherche un moyen de me guider, voilà, entre guillemets. Alors soit tu adhères ou tu n'adhères pas, parce qu'il n'y a pas de croyance à avoir par rapport à ma manière de faire, c'est juste... Voilà, c'est juste une manière, c'est juste est-ce que tu adhères ou est-ce que tu n'adhères pas. Par exemple, tous les matins avec les garçons, on tire des cartes. J'ai un oracle avec les animaux. Et tous les matins avec les garçons, on tire un animal. Alors, les garçons le prennent à la rigolade. Je vais vous montrer le dernier tirage qu'on a fait. Les garçons le prennent à la rigolade, évidemment. Aujourd'hui, Owen était un castor. Noam était une baleine. Et moi, j'étais la grenouille. Donc voilà, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Voilà, c'est une sorte en fait de mantra que tu t'appliques sur la journée
Quand je tire ma carte le matin avec l'animal, je me dis quel animal je dois... Alors là, vraiment, si vous n'aimez pas les choses un peu perchées, barrez-vous tout de suite parce que vous allez me prendre pour une grande malade mentale. Mais voilà, je prends cette carte et je me dis qu'est-ce que je dois incarner aujourd'hui, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que je dois faire. Alors je ne fais pas tous les matins systématiquement, mais voilà, il y a des jours où tu tires le cerf et là il faut que tu sois majestueuse. Donc essaye un petit peu aujourd'hui de te tenir en fait, d'être impérieux un peu, j'ai envie de dire. Voilà, c'est cette manière-là dont je l'utilise, c'est en fait une sorte de clé pour me guider sur ma journée. Cet oracle-là, de cette façon-là que je m'en sers. Mais ça, c'est une façon de faire à laquelle soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Je parle pas de sorcière, je parle pas de tout ça, là je parle vraiment d'un moyen de développement personnel, comme tu pourrais lire un Raphaël Giordano, comme tu pourrais lire un Laurent Gounel en refermant le livre en te disant faire ça c'est pas mal. Et ben avec mon tarot ou avec mes oracles, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu un livre et ça doit être La masse critique Babelio. Arracher les enveloppes. Petite charpie d'enveloppe. Oh, elle va pas bien celle-là. C'est ça. J'ai donc reçu sur la bouche de Rebecca Benamou une histoire insolente de rouge à lèvres qui est donc parue aux éditions Premier Parallèle. Alors c'est un livre qui va se lire très vite, il est très court, il fait 170 pages. Tout part d'un simple geste, celui de farder sa bouche, un geste anodin, associé par excellence à la féminité dans laquelle se jouent pourtant nombre d'invisibles dialectiques. Symbole d'émancipation des femmes ou de leur soumission, emblème de patriotisme ou de trahison, de conformisme ou de rébellion, de plaisir ou d'aliénation, il est un langage muet, mi-parure, mi-porte-voix qui raconte autant l'intime que le collectif. Oh, montre! Oh, je fais un bisou? Non. Qu'est-ce que je fais? Mon autre pouce. Tu vas prendre ton autre pouce du coup? Oui. Ouais, t'as raison. Voilà, je suis très contente. Merci à Babelio, merci Premier Parallèle. Et bon bah ça j'ai un mois pour le lire et le chroniquer, donc je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu un petit courrier de Léa, du compte Léa Boukadic. Je vous en parle en plus un tout petit peu plus tôt dans le vlog. Et elle m'a de nouveau envoyé un très joli marque-page, j'en suis sûre, de sa boutique. Elle est trop gentille. Ah, il y en a 2. Ah, il y en a 3. Elle est ouf. Ah, ils sont trop beaux ces marque-pages. Ils sont en relief, ils sont épais. C'est vraiment une grande qualité, moi, je trouve, ces marque-pages. Alors, j'ai Winter Vibes, celui-ci. Et la texture, elle est très agréable. Et je sais pas si on se rend bien compte. Mais le Winter Vibes, non, on voit pas. Ah, j'essaierai de vous le filmer peut-être autrement. Il est brillant, il est en relief, il est super joli celui-ci. Celui-ci, je l'avais vu sur Instagram et j'avais vraiment beaucoup aimé. On a Hello Winter, pareil, avec une texture hyper agréable. Et on a Thriller Addict. Je les aime beaucoup, ils sont trop jolis. Je suis très touchée, Léa. Merci beaucoup pour l'envoi de tes nouveaux petits marque-pages qui vont rejoindre ma collection de marque-pages de ta boutique et je les trouve trop chouettes. Si tu passes par là, je t'embrasse fort. Bon, ensuite, chère Angélique, belle découverte de ces 2 ouvrages. Nous avons hâte de connaître ton avis. Alors, chez Améthyste, j'ai demandé ce livre chez les huiles essentielles. Il est très gros, il est très lourd. C'est un ouvrage qui coûte 24 €. Et voilà, j'avais hâte, j'avais trop hâte de le recevoir celui-ci. Et en fait voilà, c'est présenté de cette manière-là. L'eczéma, l'énergie naturelle et dépression hivernale, dépression postpartum, déficit en testostérone, dépression, constipation, coup de soleil, voilà. C'est cheveux cassants, il n'y a pas de cheveux gras. La meuf qui va changer mes affaires avec ses cheveux gras. Voilà, c'est un livre sur les huiles essentielles tout simplement. J'ai hâte de vraiment le feuilleter attentivement et de vous en reparler. Il est très gros, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Et ensuite, on a un petit livre de Léa Labrousse, Ses habitudes qui changent une vie, pareil, aux éditions Améthyste.
Ça, c'est une sorte de petit livre où qu'on peut compléter. Vous voyez, c'est des livres où on peut écrire dedans. Évidemment, même les livres comme ça, je n'écris jamais dedans. Au niveau du sommaire, c'est un livre qui se suit année par année ton programme transformation. Janvier, je visualise ma vie. Février, je me douche à l'eau froide. Ça va pas ou quoi? Mars, je médite. Avril, j'écris. Mai, je pratique le Kundalini Yoga. Juin, je me réveille. Juillet, j'arrête le sucre. Août, je m'aime. Juillet et août, on est sur des programmes ambitieux. Septembre, je suis mon intuition. Octobre, je gère mes émotions. Novembre, je relève les défis de la vie. Décembre, je crée mon histoire. Ok. Écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà, ces petites habitudes qui te changent une vie. Je vais le lire très attentivement, celui-ci, croyez-moi. Voilà, un grand merci à Métis. Ah bah il y a un petit catalogue. Good Vibe numéro 1. Oh, trop chouette. Ah oui, j'avais vu en plus ça. C'est un catalogue, un magazine gratuit qui vont faire tous les quadrimestriels. Voilà, tous les 4 mois. Et il y a plein de petites choses qui ont l'air sympas, bien dans mon esprit, qui ont l'air sympas dedans. Après, ça va avec la ligne éditoriale des éditions Améthyste, hein, évidemment. Un grand merci aux éditions Améthyste pour l'envoi de ce super colis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal du tout. Je vous dis, je vous reprendrai soit demain, soit lundi pour vous parler de mes lectures en cours. Et voilà, je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour prendre le temps de clôturer ce vlog. Du coup, je voulais quand même vous faire le petit update de mes 2 dernières lectures puisque donc je vous ai quitté. Quitté, non, je vous ai pas quitté. La dernière fois, je vous ai donc dit que je viendrais vous chroniquer Americas, on va le dire comme ça, de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec, qui est donc un livre qui sortira le 10 mars au Cherche-Midi. Et donc Americas, c'est l'histoire de Amy. Amy, c'est une jeune demoiselle qui a environ 13 ans et qui décide en juillet, le 22 juillet même, je retiendrai facilement cette date, 1973, de partir rejoindre sa sœur qui est partie il y a quelques mois et qui ne donne plus de nouvelles, qui est partie à l'autre bout du pays et qui est donc partie à Los Angeles au manoir Playboy pour tenter de devenir une Playmate. Et donc elle va quitter Philadelphie. Philadelphia, c'est soit un film, soit le fromage, mais là, c'est pas ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Et donc, elle va traverser l'Amérique entière, toute seule, et elle va se débrouiller par ses propres moyens. Et voilà, en fait, on va assister à ce périple où elle va faire de nombreuses rencontres et on va très 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 rapidement s'attacher à Amy parce qu'Amy, c'est une jeune demoiselle qui est absolument incroyable, qui est pleine de ressources, qui est parfois un petit peu naïve de par son âge, qui parfois se pose des questions un peu cons et qui des fois a des réactions un peu naïve, vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient parce qu'Amy est une enfant et que Amy pourtant va vivre un périple que moi à 31 ans, je ne suis pas sûre que j'aurais le cran de fer en fait, de traverser le pays entier pour aller retrouver ma sœur avec quasiment pas d'argent, etc. Et donc voilà, il va se passer plein de choses et en fait j'ai envie d'absolument rien vous spoiler. C'est marqué sur la 4e, hein, elle va rencontrer un couple en cavale, elle va rencontrer des hippies, elle va rencontrer un certain Bruce Springsteen qui est à ce moment-là pas vraiment connu encore. Oula, vous avez failli tomber. Et ouais, c'est un périple incroyable. C'est une écriture, ces 4 mains-là ont une écriture vraiment singulière. C'est vraiment la plume que j'aime, la plume qui vient t'accrocher, la plume où tu te sens tout de suite très proche en fait de ton personnage, de ta protagoniste, et là donc d'Amy, et tout de suite je me sens proche d'elle, j'ai envie de la protéger, j'ai envie de la suivre, j'ai envie qu'elle retrouve sa sœur, j'ai envie de lui dire de faire attention à certaines rencontres qu'elle fait en route, et j'ai envie de lui dire de prendre ce que certains protagonistes ont de bon à lui offrir en fait dans ce voyage, et de toutes les leçons qu'elle va en tirer. Je passe un excellent moment, j'aime énormément l'écriture, les road trips comme ça, c'est soit du revu, c'est beaucoup vu, mais celui-là il est singulier. Il est singulier par sa manière d'écrire, par toutes les rencontres qu'Amy va faire, et vraiment moi j'ai
ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si je devais comparer, et ça se fait pas, mais je vais le faire quand même, si je devais dire lequel j'ai préféré entre Alabama et America, si je devais en conseiller qu'un seul pour découvrir les auteurs, je conseillerais Alabama, mais ce sont deux romans complètement différents, qui n'ont rien à voir. Alabama, on est sur un truc un petit peu plus sombre, un petit peu plus... avec un petit peu plus de dénonciation. Alors ici, il y en a aussi, mais c'est différent. Et c'est vraiment bien foutu. Vraiment, ce périple est vraiment bien foutu et je vous conseille. Ne vous attendez pas à quelque chose du style d'Alabama si vous allez vers ce roman, parce que ça ne sera pas la même chose. Mais il est pourtant très très bien aussi, et malgré qu'il est complètement différent, en fait, c'est comme deux sœurs, il y en a une brune et une blonde, et elles sont belles toutes les deux, et pourtant, bah, ils n'ont pas du tout la même couleur de cheveux. Pff, je suis un peu fatiguée, je dis n'importe quoi. Voilà, vraiment, je vous conseille vivement, ça sort donc le 10 mars au Cherche Midi. Et je remercie donc Benoît de m'avoir permis de découvrir un petit peu avant tout le monde ce roman que vraiment je vous conseille vivement. Il y a juste une pétouille, et je l'ai dit et je vais me répéter. Il y a un petit tacle dans le roman que j'aurais aimé qu'il y ait et qu'il n'y a pas eu. Voilà. On va dire qu'elle va rencontrer certaines célébrités, Amy, une en particulier, et que cette personne aurait mérité un petit tacle dans la gueule qui n'est pas venu. Dommage, parce que vraiment, quand j'ai vu ce nom arriver, je me dis, oh, ah, dommage, il parle de lui. Et puis, oh bah, ils vont bien lui faire un petit tacle. Et non, c'est pas venu. Vraiment dommage, parce que c'était l'occasion parfaite de tacler un connard. Voilà. Ensuite, j'ai terminé très rapidement Meurtre et tarte au citron meringuée, donc de Joanne Fluke, qui est donc le tome 4 du Cozy Mystery des enquêtes d'Anna Swensen. Donc, oui, j'ai enchaîné, hein. Je suis restée aux États-Unis. Mais là, on est un petit peu plus... Alors, dans le temps, on avance un petit peu plus, parce que je sais plus exactement en quelle année ça se passe, ce Cozy Mystery. Oh, je sais plus, je vais dire n'importe quoi, alors je vais rien dire du tout, mais voilà, on est encore sur les magnétoscopes, on n'a encore pas forcément un portable, donc voilà, pour vous situer un petit peu en termes de timing, Anna Swensen, c'est donc une jeune femme qui tient une boutique, qui tient le Cookie Jar et qui est donc pâtissière avec son associé, et malheureusement, de temps en temps, eh ben, cette pauvre Anna, elle tombe sur des cadavres. Et dans celui-ci, elle va donc de nouveau être confrontée à une enquête. Cette fois-ci, elle va faire ça un peu plus carré. On va dire que la police va être un petit peu plus au courant qu'elle investit l'enquête. Je peux rien vraiment vous raconter puisque c'est déjà un tome 4 et que je risque de spoiler le 1, le 2, le 3 si je dis quoi que ce soit. Donc je peux pas trop vous en dire, à part vous dire que j'ai encore une fois adoré ma lecture, que je passe toujours un excellent moment avec Anna Swensen et avec son petit chat rouquin qui mange beaucoup et qui est pas toujours très aimable. Ça me rappelle un chat. Pas rouquin, mais qui est pas toujours très aimable. Je passe vraiment un excellent moment parce qu'en fait c'est hyper fluide, c'est hyper bien écrit. Il y a ces recettes au milieu qui viennent te mettre l'eau à la bouche et que je trouve toujours... je trouve ça hyper cool en fait, la construction. Ouais, on a croustillant à la cannelle pour cette fois. Enfin voilà, on a plein de petites recettes. J'ai pour une fois trouvé le coupable et même l'arme du crime avant Anna. Alors je ne sais pas si c'est mes talents d'enquêtrice qui s'améliorent ou si là Joanne Fluke le dissimule un petit peu moins. J'ai l'impression que c'était un petit peu moins caché, un petit peu moins tortueux le chemin par rapport aux 3 précédents tomes, mais pour autant, je passe un excellent moment. Je vous l'ai déjà dit avec Puzzle de Frontillette. C'est pas le fait que je trouve la fin qui fait que le roman est bon ou pas. C'est comment c'est amené, comment c'est écrit, comment l'enquête avance, etc. Alors bon, Puzzle, on est sur un vrai thriller, là on est sur un cozy mystery, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais je passe un excellent moment, vraiment, à la lecture de ce cozy mystery. J'ai le tome 5 qui m'attend dans ma palle, que je lirai le mois prochain, qui est donc Meurtre et Cupcake au caramel. Et voilà, j'ai trop hâte de retourner à Lake Eden, j'ai trop hâte de retrouver Anna, sa sœur, son associé, son chat.
sa mère, c'est ce triangle amoureux aussi, parce que franchement, bah, c'est trop cool. Anna, elle a 2 prétendants, quasiment depuis le premier tome, je crois. Je me demande s'il arrive pas à la fin du premier. Ah, je ne sais plus, tiens, j'ai un doute. Bref, Anna, elle a 2 prétendants, ça quasiment depuis le début, et voilà, on en est toujours sur ce triangle amoureux que je trouve trop cool, où il y a quand même plus en plus de rapprochements. Et ouais, il y a cette petite histoire de fond que je trouve marrante, que je trouve très sauce américaine en fait, de la manière dont c'est écrit, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Anna Swensen, je pense que vous l'avez compris, ça et les Sœurs Brontë, ce sont mes 2 Cozy Mystery préférés. Après, je suis pas une très grande pro des Cozy Mystery, parce que j'en ai pas lu tant que ça finalement, mais, euh, mais j'aime beaucoup ces deux-là. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un beau moment avec moi. Je vous remercie toujours de liker, commenter, partager, comme vous le faites tout le temps, comme vous le faites beaucoup. Et voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!